Si comme moi vous l'avez remarqué, presque tous les logiciels aujourd'hui intègrent des systèmes d'apprentissage automatique, ou encore appelés machine learning. Mais d'un point de vue consommateur ou encore data scientist, il est important de nous rassurer que ces systèmes-là sont sécurisés, qu'ils sont dignes de confiance. Traditionnellement, en génie logiciel, il existe un ensemble de régulations, de normes qu'il est important de satisfaire avant de déployer ces systèmes ou encore des logiciels sur le marché. Mais qu'en est-il du secteur de l'apprentissage automatique ou du machine learning? Malheureusement, c'est un secteur encore en pleine évolution. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est issu d'un papier scientifique qui date de 2020, 2019-2020. C'est très probable que ce ne soit pas encore une pratique courante. Nous verrons exactement comment est-ce que l'on garantit que notre système est robuste, que notre système est sécurisé, que notre système bénéficie d'un ensemble de propriétés, notamment l'aspect exactitude. Est-ce que les systèmes d'apprentissage automatique que l'on déploie sont corrects? Corrects au sens où on utilise des données pour faire des prédictions. Et ces prédictions ne sont pas toujours parfaites. Mais on voudrait au mieux que nos systèmes soient reflétants de la réalité de ce qu'il en est. Nous ne voudrons pas utiliser des systèmes d'apprentissage automatique qui effectueront des prédictions mais erronées, des prédictions erronées. Donc, on verra aujourd'hui un ensemble de critères, principalement quatre aspects qui entrent dans cette procédure, ce flow de test des systèmes d'apprentissage automatique. Alors, le premier aspect, c'est le testing workflow. Quel est le workflow du test des systèmes d'apprentissage automatique? Dans la littérature, il est catégorisé en deux, notamment le offline testing et le online testing. Le offline testing, c'est l'ensemble des tests qui s'effectuent avant déploiement du système d'apprentissage automatique. Et donc, le offline testing ici commence tout simplement par une analyse qui est notamment faite par le développeur, une analyse d'un ensemble d'aspects de notre système que l'on souhaite tester. Qu'est-ce que l'on souhaite tester dans notre système d'apprentissage automatique? Après avoir défini cette analyse-là de façon critique, l'on procédera donc à la génération des jeux de test. Des jeux de test, c'est ce que l'on utilisera pour tester nos systèmes. Les jeux de test sont généralement obtenus soit à partir des données historiques, des bases de données, ou encore générés par des systèmes d'apprentissage automatique. Une fois donc que l'on a obtenu les jeux de test, la prochaine étape consiste à entraîner le modèle. Entraîner le modèle si le jeu de test est principalement ce que l'on appelle le training data, les données que l'on doit utiliser pour entraîner notre modèle. Si ce sont des testing data, des données que l'on utilise pour tester notre modèle, alors on effectuera donc les tests de ce modèle. J'espère que ce n'est pas assez confus. Le point, c'est que l'on peut utiliser des données d'entraînement pour tester un modèle ou encore utiliser des données de prédiction, comment le dire, des testing data, voilà, pour tester un modèle. Donc, selon la catégorie des données que l'on doit utiliser pour tester notre système d'apprentissage automatique, l'on fera donc soit un entraînement ou alors un test d'évaluation, notamment celui-ci. Après cet ensemble d'étapes, un rapport sera généré. Le rapport donc nous permettra éventuellement d'identifier des bugs, des erreurs, et s'il y en a eu, on effectuera un triage qui par la suite sera renvoyé aux développeurs de ces systèmes-là pour débugger les systèmes. Et le débugage principalement, c'est que l'on va dupliquer l'erreur, on doit corriger l'erreur et on doit réeffectuer le test, qui est précisément ce qui est défini ici par regression testing. Alors, s'il n'y a pas eu de bugs qui ont été identifiés, on procédera donc au déploiement de notre logiciel. En d'autres termes, on le mettra à usage par notre clientèle. Et cela entre par la suite donc dans la catégorie de ce que l'on appelle le online testing, qui est un ensemble de tests qui est effectué en ligne après déploiement. Alors, une fois que le modèle est disponible, les utilisateurs vont bien sûr faire usage de ce modèle-là. Et l'ensemble de comportements des utilisateurs constituera notre
tests de données pour les jeux de tests que l'on fera en ligne. Ceci dit, les clics que vous avez faits sur Internet, les pages que vous avez regardées, les posts que vous avez likés, tout cet ensemble de comportements de l'utilisateur constituera donc une base de données que l'on utilisera pour tester notre modèle, mais cette fois-ci en ligne. Et on peut penser très souvent à ce que l'on appelle le A/B testing, qui est très souvent vu dans des approches marketing. En marketing, il y a cette idée de A/B testing qui est que l'on sortira deux produits et l'on enverra cela aux utilisateurs. Vous verrez traditionnellement qu'il existe en ligne deux publicités pour un même produit. Alors, on verra pendant un ensemble de temps la publicité qui a performé et on mettra celle-là en avant. Donc, cet ensemble de tests qui s'est effectué en ligne, c'est ce que l'on appelle le online testing. On a vu le comportement des utilisateurs et on a éventuellement défini que ce produit ou bien cette publicité est idéal pour notre business. Donc voilà ce que l'on appellera le workflow des tests dans des systèmes d'apprentissage automatique. Alors, un autre aspect, un autre élément qui entre en jeu lorsque l'on parle des tests d'apprentissage, des systèmes d'apprentissage automatique, c'est le test des composantes. Qu'est-ce que l'on teste exactement dans des systèmes d'apprentissage automatique? Quelles sont les composantes de ces systèmes que l'on teste? La première composante, ce sont les données. Contrairement au système logiciel, au génie logiciel, on n'a pas nécessairement les données qui font partie intégrante de notre système. En ce sens où, en machine learning ou en apprentissage automatique, on a un algorithme et on a les données. Les deux fusionnés constituent notre modèle. Mais en génie logiciel, on a juste un ensemble structuré de lignes de code ou encore un algorithme qui permet d'effectuer une tâche précise. Donc, en apprentissage automatique, on a plus de composantes que l'on teste, notamment les données. L'objectif de tester les données, c'est de savoir est-ce qu'il y a des biais dans les données, est-ce que les données ont des bruits, des noises, comme on le dirait en anglais, est-ce que les données sont suffisantes pour entraîner notre modèle? Et on reviendra dessus par la suite. Donc, il y a un ensemble d'aspects que l'on veut regarder, que l'on veut checker sur les données que l'on a pour éventuellement garantir la qualité de notre système d'apprentissage automatique. Parce que si les données sont biaisées, si les données sont à la base pas bonnes, éventuellement tout ce système ne sera pas efficient, ne sera pas bien, tout simplement. À côté des données, il y a ce qu'on appelle le Learning Program. Le Learning Program, c'est un ensemble de lignes de code que l'on écrit en tant que data scientist. Est-ce qu'il y a eu des bugs? Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Est-ce qu'il y a eu des fonctions qui n'ont pas été très bien définies? Cet ensemble d'éléments sont également considérés et représentent une des composantes des systèmes d'apprentissage automatique que l'on teste. Le troisième point, c'est le framework. Le framework, c'est ce que l'on utilise pour éventuellement faciliter l'implémentation ou l'entraînement des systèmes d'apprentissage automatique. Ça peut être un logiciel, ça peut être une librairie. On pensera principalement à PyTorch, à Skilllearn, à ces différentes librairies, TensorFlow par exemple, qui nous permettent facilement de créer nos systèmes d'apprentissage automatique et éventuellement de les entraîner ou encore au mieux de les déployer. Donc, je récapitule. En termes de composantes, l'on a les données que l'on teste, l'on a le code qui a été écrit par le développeur que l'on teste, on a également le framework. Le framework, comme je l'ai dit, c'est les logiciels ou les librairies que l'on utilise pour faciliter ce processus de création des systèmes d'apprentissage automatique. Le troisième point qui entre toujours en jeu lorsque l'on parle de tests et des systèmes d'apprentissage automatique, c'est ce qu'on appelle les propriétés. Qu'est-ce que l'on regarde? Qu'est-ce que l'on veut tester? Alors, on pensera principalement à la propriété qui est correctness. Correctness,
similaire en français à l'aspect exactitude du système d'apprentissage automatique. Ce qui caractérise le machine learning, c'est son aspect statistique, qui est que sa qualité de prédiction est déterminée non seulement par l'algorithme, mais également par les données qui sont fournies en entrée. Et raison pour laquelle l'on a précédemment parlé des composantes qui entrent en jeu lorsqu'on teste des systèmes d'apprentissage automatique. Alors, ceci dit, si les données ne sont pas correctes, si les données sont fausses, trash in, trash out. Ainsi donc, correctness, l'aspect correctness ici, l'aspect exactitude, mesure la probabilité que notre système puisse nous donner des résultats exacts par rapport aux requêtes que l'on effectue. En d'autres termes, pour une entrée X, on voudrait au mieux que la prédiction qui est ici h de x, qui a été donnée par notre système, est exactement ce qui devrait être donné. C de x, ici c'est le label, c'est le résultat actuel que l'on attend. En d'autres termes, si on a une image de chat, on voudrait que notre système d'apprentissage automatique nous dise que c'est un chat, très exactement. Donc, l'idée du correctness, l'aspect exactitude, c'est de savoir si notre modèle est exact. Bien sûr, c'est impossible pour un système d'apprentissage automatique d'être exact. Google Translation, de fois lorsque vous lui donnez un ensemble de textes, ne vous donne pas une traduction parfaite. C'est impossible. C'est pour ça que l'on parle en termes de probabilité. Et encore, sous un point de vue empirique, l'on ne considérera pas juste un mot ou une entrée, mais l'on considérera une succession d'entrées, en d'autres termes, une base de données. Et donc, l'étude empirique ici la constitue donc, du moins, l'exactitude empirique, je dirais, est définie de cette façon où l'on considérera une base de données, une suite de données ici là de taille M. Une autre propriété que l'on regarde dans nos systèmes d'apprentissage automatique lorsque l'on veut les évaluer, c'est la relevance, la pertinence du modèle. Est-ce que notre modèle est pertinent? Et en termes de pertinence, ici, on fait référence à savoir est-ce que notre modèle a bien compris la distribution qu'il y a dans nos données? Est-ce que notre modèle fit les données? Ça veut dire que si on a un espace de représentation des données qui, en principe, devrait suivre une distribution linéaire et que notre modèle soit, par exemple, ne représente pas voilà, cette distribution-là, alors on a un problème. L'idée donc du model relevant, c'est de se rassurer que notre modèle, en effet, représente la distribution qu'il y a dans notre donnée ou encore a compris au mieux la distribution qu'il y a dans nos données. Et c'est donc défini mathématiquement par ceci, F étant ici là le model relevance. Une autre propriété très importante que l'on considère lorsque l'on parle d'un système d'apprentissage automatique, c'est l'aspect robustesse. La robustesse ici, c'est tout simplement de savoir comment est-ce que le modèle se comporte lorsqu'il y a une perturbation, lorsqu'il y a une erreur, ok, soit dans les données, soit dans le code, soit dans le framework, comme on l'a vu au départ, comment est-ce que le modèle se comporte. Et là, on verra par la suite la différence qu'il y a entre la robustesse et la sécurité du modèle. Alors, la robustesse est quantifiée exactement de cette façon, avec ce R, E de S étant normalement la robustesse attendue. Ça veut dire comment le modèle devrait exactement se comporter. Et E de sigma de S ici là représente très exactement comment le modèle s'est comporté. Autrement dit, si on lui donne une image d'un chat et que ça nous réponde en effet que c'est un chat, c'est exactement comment le modèle devrait se comporter. Mais toutefois, l'image du chat qu'on lui a donnée, c'est l'image normale. Mais que se passe-t-il si on lui donne l'image d'un chat de face, qui a été filmé de face? De côté, je veux dire. Donc, si on lui donne l'image d'un chat qui a été filmé de côté, le modèle devrait tout de même nous dire que c'est un chat. Pas juste parce qu'on lui a donné ce qu'il a l'habitude de voir. Donc, cette petite perturbation-là ne devrait pas pousser notre modèle à nous donner des réponses erronées. C'est ce que l'on veut garantir.
dans des systèmes d'apprentissage automatique. La robustesse voudrait que le modèle se comporte bien ou alors au mieux, même s'il y a perturbation, tandis que la sécurité consiste à illégalement changer des paramètres du modèle, changer les données, changer ces composantes-là qui constituent le système d'apprentissage automatique. L'idée, c'est de changer cela de façon adversarielle et de voir si le modèle se comportera toujours bien. Alors, pour résumer, l'aspect sécurité, c'est qu'il y a une idée malveillante derrière cette perturbation, derrière ce changement. Tandis que la robustesse existe tout simplement, probablement à cause du réseau, de la lenteur, voilà, de la connexion Internet et d'un ensemble de perturbations aléatoires qui peut apparaître dans ce processus d'apprentissage ou encore dans ce processus d'utilisation de ces systèmes. Un autre aspect très important que l'on considère lorsque l'on évalue la qualité d'un système d'apprentissage automatique, c'est l'aspect data privacy, qui est la capacité pour le modèle, pour le système, de garder les données d'un utilisateur privé. Alors, je m'explique. L'idée ici, c'est que l'on ne puisse pas distinguer un utilisateur qui a été entraîné, dont ces données ont été entraînées dans un système, que l'on ne puisse pas le distinguer. Et traditionnellement, on utilise ce que l'on appelle Epsilon Differential Privacy, qui est très connu en machine learning. L'objectif du Differential Privacy, c'est que l'on ne puisse pas distinguer si les données d'un individu ont été utilisées pour entraîner un modèle. Ainsi donc, l'on utilisera deux bases de données identiques mais qui se distinguent d'un seul data point. Et on voudrait que les prédictions des deux bases de données soient les plus proches possibles, idéalement identiques. C'est ça l'objectif, qu'elles soient vraiment identiques, en ce sens où l'on ne pourra pas distinguer quelle est la base de données où on a un individu en particulier par rapport à une autre base de données où on n'a pas cet individu. C'est ça l'idée du differential privacy. Le sixième aspect très important à considérer lorsque l'on évalue la qualité des systèmes d'apprentissage automatique, c'est l'aspect efficience. Il y a certains contextes où on a besoin d'un système bien plus efficient que sa prédiction, que sa capacité d'être exact. Si vous avez un logiciel d'intelligence artificielle qui prendrait 3 heures de temps pour vous donner une réponse très exacte, c'est qu'il y a un problème. Vous comprenez donc qu'on veut une certaine balance entre la qualité de la prédiction, l'accuracy, et l'efficience. On veut qu'il soit rapide en termes de réponse, en termes de fonctionnement, en termes de construction des réponses. On voudrait qu'il soit rapide. Et traditionnellement, on pensera au Large Language Model. Des modèles larges, des modèles de langage large, des modèles comme ChatGPT. Un autre aspect très important à considérer, c'est ce que l'on appelle le fairness. Fairness ici, c'est à peu près la justice. Vous savez, les systèmes d'apprentissage automatique sont entraînés sur les données et ces données sont générées par des humains et ces humains sont très biaisés. Il existe des concepts que l'on ne voudrait absolument pas que nos systèmes d'apprentissage automatique soient au courant. Des concepts comme le racisme, les concepts sociétals, qui existent et qui créent des tensions entre nos humains. L'on ne voudrait certainement pas mêler ces systèmes d'apprentissage automatique à cela. Il n'y a pas encore un accord scientifique général sur ce que constitue la justice dans les systèmes d'apprentissage automatique. Qu'est-ce que la justice? Ce sont des concepts assez subjectifs et relatifs encore. Donc, dépendamment de ce que vous voulez, de ce pourquoi vous avez designé ce système, vous trouverez donc dans la littérature des définitions appropriées pour conceptualiser ce que vous voulez évaluer, ce que vous entendez par justice. Et le 8e point, qui n'est pas des moindres, c'est l'aspect interprétation. Aujourd'hui, des systèmes d'apprentissage automatique sont utilisés pour orienter nos décisions. Mais désormais, d'après certaines régulations, les utilisateurs ont le droit de demander comment est-ce que cette décision a été prise.
par ce système d'apprentissage automatique. Donc, vous voulez absolument garantir cette possibilité aux utilisateurs de comprendre comment la décision a été prise. Et donc, l'interprétation est traditionnellement distinguée en deux, notamment la transparence. On veut savoir comment est-ce que le modèle fonctionne, qu'est-ce qu'il tient en compte pour éventuellement prédire, quels sont les paramètres d'entrée qu'on lui a donnés pour être capable d'effectuer ses prédictions. Et là, on voudrait également l'explanation, encore appelée explication. L'explication, c'est de dire quelles sont les autres informations que l'on peut avoir, que l'on peut tirer à partir de ce modèle. Donc, ces deux éléments réunis constituent ce que l'on appelle l'interprétation dans les systèmes d'apprentissage automatique. Voilà donc ainsi défini le workflow, le flux de tests des systèmes d'apprentissage automatique, les composantes qui entrent en jeu lorsque l'on parle de tester des systèmes d'apprentissage automatique. On a parlé des données, on a parlé de l'algorithme qui a été écrit par le data scientist, on a parlé du framework. Le troisième aspect, c'est les propriétés qui constituent les propriétés que l'on observe dans ces systèmes-là. On a vu 8 propriétés notamment. Et le dernier aspect, c'est le cas applicatif. Comment est-ce que l'on teste ces systèmes d'apprentissage automatique, mais d'un point de vue applicatif? Par exemple, l'on pensera aux voitures autonomes. L'idée donc, c'est de se dire, on ira sur le terrain et on testera exactement comment ces voitures roulent, comment ces voitures se comportent. Donc, voilà ainsi réunis les 4 aspects fondamentaux que l'on observe pour tester des systèmes d'apprentissage automatique. J'espère que cette vidéo aurait été utile pour des data scientists, pour des gens qui travaillent en industrie, de comprendre qu'il est important de tester des systèmes que nous déployons parce que nous serons tenus responsables des éventuels dommages que cela pourrait créer. Et il est important que nous puissions prendre de l'avance dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas de les faire savoir dans l'espace réservé pour cela. Alors, je vous donnerai donc rendez-vous dans une vidéo que j'ai eu à faire sur l'apprentissage fédéré, qui est également une approche du machine learning permettant de renforcer la confiance que l'on a dans des systèmes d'apprentissage automatique. Bravo si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, laisse-moi savoir dans les commentaires ce que tu penses de façon critique de tout ce que l'on a vu, de tout ce que l'on a exploré, les propriétés que l'on a explorées. D'ici là, stay hungry, stay foolish.